Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Plusieurs décisions prises et des nominations prononcées, c'est l'issue du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi à la présidence. Suite à notre reportage sur la présence des ordures au bord de la voie qui passe devant l'hôpital de zone d'Aplaroué, la réaction du directeur de l'hôpital ne s'est pas fait attendre. Et puis la Cour pénale internationale suspend la remise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, annonce faite hier soir. Bienvenue à toutes et à tous. Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 16 janvier 2019 sa session ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État, chef de gouvernement Patrice Talon. Au cours de cette session, plusieurs décisions ont été prises et des nominations prononcées. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des communications, programme de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact en Afrique de l'Ouest. Notre pays a pris la mesure de l'importance de la culture évaluative dans la sphère publique nationale au point d'en être le pionnier en Afrique subsaharienne. C'est à ce titre qu'il a initié le programme de renforcement des capacités et d'évaluation d'impact en Afrique de l'Ouest. Le dit programme vise l'amélioration du bien-être des populations de l'espace UEMOA à travers le renforcement des capacités techniques des cadres des administrations publiques, la conduite d'évaluation d'impact et l'utilisation des résultats dans le processus de prise de décision. Mesures préventives pour la gestion de la transhumance nationale et transfrontalière, édition 2018-2019. Le gouvernement, tirant leçon des expériences des campagnes de transhumance caractérisées par des destructions massives de champs de culture, des affrontements sanglants provoquant parfois des pertes en vies humaines, a décidé de promouvoir à terme l'élevage intensif en lieu et place du mode extensif actuellement en cours. Les ministres impliqués dans la gestion de la transhumance doivent veiller à l'observance des principales mesures ci-après. Rendre opérationnelle l'organisation de l'accueil et l'orientation des troupeaux transhumants au niveau des points d'entrée. Réactiver les comités départementaux et communaux de transhumance. Faire libérer, en liaison avec les collectivités territoriales, les sites d'accueil et procéder au tracé et ou au réajustement des couloirs de passage des troupeaux transhumants. Aménagement et bitumage du giratoire de la ville de Tchaourou. Les travaux de la route Beteru-Tchaourou, frontière du Nigeria, ont occasionné d'importants conflits de circulation dans la ville de Tchaourou, particulièrement à l'intersection avec la route Boycon-Dassa-Parakou, qui constitue le corridor principal vers les pays de l'Interland desservis par le port de Cotonou. Pour remédier à cette situation, il urge d'aménager convenablement ce carrefour en vue de permettre la fluidité du trafic au niveau de la traversée de l'agglomération de Tchaourou. Mesures conservatoires relatives au domaine litigieux, si à Womé dans la commune d'Abomey-Calavi, présumée propriété de la collectivité Marcos. Un conflit domanial dans la commune d'Abomey-Calavi oppose des acquéreurs de parcelles et la collectivité Marcos, présumée propriétaire du foncier en litige, en raison de l'intention de cette dernière de faire exécuter des décisions de justice qui remonterait à l'année 1941. Au demeurant, si les décisions de justice dont se prévaut la collectivité devraient être exécutées, elles généreraient de graves préjudices pour les acquéreurs dont le nombre est estimé à plus de 3000 personnes. C'est pourquoi, pour élucider cette question et préserver la paix sociale, le Conseil des ministres a décidé de prendre des mesures conservatoires allant dans le sens d'une expropriation pour cause d'utilité publique en application de la législation en vigueur. Nous revenons dans cette édition sur la date du 16 janvier 1977, l'opération Crevette contre le président marxiste-léniniste Mathieu Kérékou. Qu'est-ce qui s'est réellement passé, que retenez? Nous avons interviewé pour vous Pascal Tordino et Paul Essay-Iko, anciens syndicalistes. Ils racontent comment ils ont vécu cette agression. 16 janvier 1977, c'était un jour
inoubliable. Puisque jeune lycéen que moi j'étais, j'avais 24 ans. Je venais du lycée Mathieu Bouquet et j'étais dans la rue. Quand la nouvelle a commencé très tôt le matin, chaque Béninois avait, en marchant, son poste radio à l'oreille. Moi aussi j'avais le mien. Et à la radio, nous avons entendu d'abord Mathieu Kérékou qui lançait l'appel que chaque Béninois devait se comporter comme un soldat au front. En ce moment-là, c'était la période où l'éveil de la conscience patriotique était au top. Et donc des gens ont accouru à main nue. Bon, c'était avec des bâtons, croyant pouvoir en arriver à en finir avec les mercenaires, c'est-à-dire des gens qui sont venus attaquer notre pays. Le peuple béninois était debout à en découdre avec les mercenaires. Je crois que il y a effectivement 42 ans, je venais de prendre service, ça fait à peine 3 ans, quand il y a eu cette agression contre le peuple béninois. Nous en étions tous surpris. Nous en étions tous surpris et je peux vous dire que je venais de finir mon service patriotique et militaire. Alors, ce que ça me rappelle, c'est cette façon de vouloir nécessairement reconquérir le Bénin. Cette façon de vouloir prendre le pouvoir par la force. Cette façon de ne pas se comprendre entre Béninois et d'utiliser les forces, le fusil, pour prendre le pouvoir par la force. Je vous dis que c'était vraiment une situation particulièrement éprouvante pour le Bénin et pour les Béninois. Je voudrais rendre hommage à tous ceux qui sont morts, les Béninois qui sont morts pour cette agression-là, et qui ont défendu vaillamment le peuple béninois. Nous devons faire particulièrement attention avec la tension sociale, la tension économique et surtout la tension politique. C'est ce que je peux conseiller aujourd'hui. Les résultats de l'examen national de licence session 2018 sont connus depuis quelques jours. Ils ont été portés à la connaissance du public par la direction des examens et concours. Le taux d'admissibilité est de 113,91%. Suivez le constat fait par Cano François Roumbé-Dento. Avec un taux de réussite d'environ 73,91%, les résultats des examens nationaux de licence professionnelle 2018 sont tombés et sont disponibles dans le centre de composition du CEG Les Pylônes à Cotonou. Sur place, joie et émotion s'expriment sur les visages des candidats admis. Les sentiments de joie, puisque après le bac, je n'attendais pas passer encore un examen, mais quand ils ont parlé de l'examen national de la licence, je me disais comment ça va se passer. Quand j'ai fini mon bac, j'ai dit j'ai fini avec des examens et je n'attendais plus à ça. Mais quand ils ont dit ça, j'ai dit on va passer ça pour voir comment ça va se passer. Mais le temps que ça fait avant le résultat, je me demandais pourquoi ça a duré comme ça, ou bien il y a un problème, ou bien on n'a pas travaillé. J'avais peur, mais finalement quand j'ai vu mon nom, c'est le sentiment de joie que je ressens ici actuellement. Ce qui m'a encore très surpris, c'est que Dieu m'a fait grâce et parmi les admis, j'ai vu que mon épouse en faisait partie. Je suis juste contente d'avoir réussi, sauf que il y a beaucoup de mes camarades qui ne sont pas sur la liste, c'est dommage, mais bon,
je suis contente pour moi quand même. Sur un total de 5 779 candidats, 4 271 sont déclarés admis, soit un total de 1508 candidats non admissibles à qui les heureux admis ont une pensée. C'est pour leur dire de prendre du courage, puisque l'échec n'est pas un échec, c'est une victoire reportée. Et ils ont la chance de passer encore l'année prochaine, puisque la dernière édition, c'est pour l'année prochaine. Donc ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience et redémarrer avec le travail, commencer le bachotage dès maintenant, et que par la grâce de Dieu, ils vont finir par être retenus. Ça fait vraiment mal parce que bon, il y a certains qui ont eu à émettre assez d'efforts, mais malheureusement ça n'a pas donné. Donc bon, nous dirons peut-être que d'ici l'année prochaine, avec plus d'efforts, encore par la grâce de Dieu, ça pourra passer. Mais pour le moment, c'est du courage à ceux qui n'ont pas pu avoir. L'année prochaine sera probablement la bonne. Pour rappel, les examens nationaux pour l'obtention des diplômes de licence et master sont une réforme mise en œuvre depuis 2017. Une initiative du gouvernement du président Patrice Talon dont l'objectif est d'assainir le secteur de l'enseignement supérieur privé au Bénin. L'opération roulée à droite initiée il y a quelques jours par la police républicaine est toujours en cours sur nos routes. Première vague d'interpellation dans la commune d'Abomey-Calavi, c'était ce 15 janvier 2019. Suivez ce constat fait par Frédéric François Oumambou. L'opération de sensibilisation des automobilistes et autres usagers de la route à rouler prioritairement à la droite de la chaussée a pris une nouvelle ampleur ce mardi 15 janvier 2019. En effet, plusieurs usagers sont tombés dans les mailles de la police républicaine entre le carrefour à Kassato et le carrefour à Arconville dans la commune d'Abomey-Calavi. Surprise générale, ces usagers de la route, un peu mécontents, n'en reviennent pas. Tout à l'heure, j'étais en route, j'habite d'ailleurs Glo et je vais déposer, j'ai mon atelier à Calavi. Mais subitement, arrivé à la hauteur du carrefour à Kassato, j'ai remarqué la police qui nous faisait la main de serrer la droite. Juste ce que j'ai exécuté, bien sûr, en tant que bon citoyen. Mais environ 100 à 200 mètres après, je remarque un attroupement de policiers, surtout le DGPN que j'ai reconnu qui était sur la voie aussi, qui me demande de garer. Je gare. C'est après sur le terrain que je suis en train d'apprendre par les autres citoyens arrêtés comme moi que depuis un moment, on a commencé à nous sensibiliser, histoire de rouler à droite. J'ai été informé ce matin qu'il fallait se rabattre à droite, rouler à droite. C'est vrai que je ne savais pas pourquoi il faut se rabattre à droite. On a fait l'auto-école comme tout le monde et on m'apprend. En tout cas, je suis allé me renseigner ce matin quand j'ai été raisonné qu'il fallait rester prioritairement à droite et céder la gauche. Nous, on a fait un dépassement par la gauche pour pouvoir nous rabattre sur la voie, mais on nous arrête. Non, c'est les policiers qui nous ont arrêtés sous prétexte qu'on n'a pas roulé à droite. C'est tout. Comme toute attente, on faisait la main et après on nous arrête. Pour d'autres, l'opération déclenchée par les responsables de la police républicaine n'est pas mauvaise en soi, mais la communication aurait manqué autour de la phase de sensibilisation. Aujourd'hui, il y a 1000 moyens pour communiquer sur le territoire. Je n'ai pas suivi sur une chaîne de télévision comme radio, ni sur les réseaux sociaux, qui a une loi qui nous oblige désormais à rouler à droite. Nous sommes 12 millions de Béninois et on n'a pas les mêmes fréquences. Il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas eu encore assez suffisamment de communication sociale pour qu'on nous retienne ce matin et qu'on nous empêche d'aller au boulot. En soi, je concède que la loi se fasse parce que, a priori, ce matin, on ne pénalise personne, on ne verbalise pas. Mais on vous fait perdre du temps, c'est aussi une forme de pédagogie. On fait perdre du temps pour que la prochaine fois vous en tenez compte. Certains usagers par contre trouvent que le tronçon sur lequel l'opération est initialisée ne dispose pas de pistes cyclables et que si on ne sait pas faire, on risque de créer des accidents en voulant les réduire. En voulant serrer la droite, tout le monde à droite là, rouler à droite, on n'a pas cette voie. Où est la piste cyclable ici? Je ne vois pas la piste cyclable. Cette opération est faisable à partir d'Arconville jusqu'à Cotonou. Là, je suis d'accord. Mais ici, attention, gare au danger. Mais une décision, une loi, il ne faut pas être indiscipliné, mais voyez. C'est une opération très mal organisée. Moi, j'ai mal apprécié ça. Parce que la voie sur laquelle on fait l'opération, c'est une voie à double sens. Première raison, une voie à double sens. Deuxième raison, où est le panneau qui montre la priorité à droite?
Nous sommes la côte de la route. Si on veut changer les choses, on doit aller autrement. Ça là qu'on est en train de faire, c'est une manière de redresser le pays en arrière. Quoi qu'il en soit, force doit rester à la loi et les forces de sécurité publique pourront aussi de leur côté user quelquefois d'indulgence. Suite à notre reportage sur la présence des ordures au bord de la voie qui passe devant l'hôpital de zone d'Aplaroué, la réaction du directeur de l'hôpital ne s'est pas fait attendre. Sous ses regards vigilants, une niveleuse a dégagé ce mardi 15 janvier 2019 les immondices en présence des agents d'hygiène de l'hôpital. Jonas Potti s'était aussitôt rendu sur les lieux pour le constat. Voici le reportage. Ça y est, c'est fait. Les immondices de l'autre côté de la voie bitumée qui passe devant l'hôpital de zone d'Aplaroué sont dégagés. Toutefois, le directeur de l'hôpital, Jean-Madon Dohou, déplore la position géographique de cet hôpital qui compromet les efforts d'assainissement de sa devanture. L'hôpital de zone d'Aplaroué se trouve comme dans un versant et du coup, les eaux de ruissellement transitent par devant l'hôpital. Ce qui crée de sérieux désagréments quant au drainage des ordures depuis la ville, depuis le marché. Et nous sommes en perpétuelle lutte contre l'insalubrité. À cela s'ajoute le dépôt des ordures dans les ravins en face de l'hôpital par les usagers du marché et les habitants de la ville d'Azové, à en croire Jean-Madon Dohou. Quant à l'autre versant, les usagers du marché ou de la ville attendent souvent des moments avancés pour venir déverser avec des chariots des tas d'ordures dans la zone. Désormais, avec les nouveaux tests liés à l'environnement, lorsque nous allons mettre encore la main sur quelqu'un qui va se hasarder à déverser des ordures dans nos environnements immédiats, tout le dispositif judiciaire est là maintenant pour nous soutenir quand quelqu'un sera interpellé. Je voudrais implorer la population de ne plus jeter des déchets en face de l'hôpital. Ce n'est pas agréable à voir. Selon Rosaline Arroyo, coordonnatrice départementale de l'hygiène et de l'assainissement de base dans le Koufo, le problème d'insalubrité se pose avec acuité dans toute la commune d'Aplaroué. L'insalubrité au niveau d'Aplaroué, c'est un problème capital. Parce que tout Aplaroué ici, on n'a pas la structure de pré-collecte des ordures ménagères. Et s'il finit de produire les déchets, comment ils vont gérer ça? Il y a tout ça là qui nous tracasse. Mais pour l'instant, si on veut être stratégique, il ne faut pas rester seulement à notre côté pour parler lutte contre l'insalubrité. Il va falloir remonter vers les élus locaux pour assainir le milieu en général. Le directeur de l'hôpital de zone d'Aplaroué apprécie à juste titre le reportage de Eden TV qui a énormément contribué à faire dégager les immondices en face de l'hôpital. C'est vrai, nous on a été fiers par rapport à votre passage qui a, disons, accéléré quand on s'est rendu au niveau du maire. Ce matin, il a bien accepté de nous laisser sa niveleuse. Et le chauffeur, ils sont venus nous aider quand même à aller débarrasser l'autre côté de la voie qui avait présenté des aspects très insalubres. Les ordures sont certes enlevées, mais ce grand trou assimilé à un caniveau à ciel ouvert pose toujours des problèmes d'assainissement et même d'insécurité devant l'hôpital de zone d'Aplaroué. L'actualité hors du Bénin à présent, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda demande le maintien en prison de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le temps qu'elle reçoive et examine les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Mardi, les juges avaient en effet prononcé l'acquittement sans donner l'intégralité de leurs arguments, car cela risque de prendre encore plusieurs mois. Mais en attendant, Fatou Bensouda craint que l'ancien président ivoirien et l'ex-leader des jeunes patriotes ne prennent la
fuite avant une éventuelle poursuite du procès. Les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont jusqu'à mi-journée pour faire parvenir leurs arguments. Ensuite, les 5 juges de la Chambre d'appel vont examiner l'ensemble de ce dossier. Comme il s'agit d'une procédure d'urgence, il est fort probable que leur décision soit connue assez rapidement. S'ils suivent sa requête, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention dans le centre de Shawinigan. Autre actualité, le chef de la police kenyane révèle que le nombre de victimes de l'attentat terroriste perpétré dans le complexe hôtelier de Nairobi est passé à 21. L'attaque a été revendiquée par le groupe somalien Al-Shabaab lié à Al-Qaïda qui vise le Kenya depuis qu'il a renvoyé son armée en Somalie en octobre 2011 pour combattre le groupe djihadiste. On l'écoute. Other bodies were found at the scene. 6 autres corps ont été retrouvés sur les lieux et un policier a succombé tristement à ses blessures alors qu'il était sous traitement. Deuxièmement, 28 personnes ont été admises dans divers hôpitaux de Nairobi et troisièmement, 5 terroristes ont été éliminés. Lors d'enquêtes ultérieures menées par le DCI, Direction des enquêtes criminelles, nous avons arrêté 2 individus dont nous avons de très bonnes raisons de croire qu'ils ont facilité l'attaque et ils sont sous notre garde pour aider la police dans les enquêtes. Dans un effort pour relancer l'économie ghanéenne, le gouvernement vise à inverser la tendance à l'émigration en 2019 en encourageant la diaspora du pays à rentrer chez elle malgré les problèmes économiques que connaît toujours le pays d'Afrique occidentale. Reportage. L'année du retour, c'est ce que le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, voudrait faire de 2019. Pour convaincre la diaspora ghanéenne de rentrer au pays, il a annoncé de nouvelles lois pour faciliter la réinstallation. Dedo Azou est rentrée au Ghana en 2009, après avoir passé 11 ans au Canada. Depuis, elle a ouvert ce bar de thé à Accra, mais la réadaptation à la vie ghanéenne n'est pas facile tous les jours. C'est une bonne idée pour tout le monde de rentrer chez soi si l'on est du Ghana ou si nos racines sont ici. Mais je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire de rester ici en ce moment. Personnellement, je ne pense pas que le pays soit stable financièrement. Les Ghanéens ne sont pas les seuls à être encouragés à s'installer ici. C'est le cas de toute la diaspora africaine et tout particulièrement des Afro-Américains. Pendant 3 siècles, la Côte de l'Or britannique, ancien nom du Ghana, a été l'un des points principaux de départ du trafic d'esclaves vers l'Amérique. Né aux États-Unis, Cicely Williams s'est installé au Ghana avec sa famille en 2017 après avoir visité le pays comme simple touriste. Il y a beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que vivre en Afrique, et particulièrement au Ghana. Donc je pense que c'est très important que les gens viennent visiter le pays pour se faire leur propre idée de comment c'est réellement. Le gouvernement espère que cette année du retour fera mieux connaître le Ghana à travers le monde et aidera à relancer le tourisme, un secteur au potentiel immense, mais peu exploité. La première ministre britannique Theresa May fait une déclaration à Londres affirmant qu'il est de son devoir de faire aboutir le Brexit après avoir survécu de justesse à un vote de défiance au Parlement. Je crois qu'il est de mon devoir de respecter l'intention du peuple britannique de quitter l'Union européenne et j'ai l'intention de le faire. Mesdames et messieurs, ce journal prend fin ici. Merci pour l'attention et à demain.